Bonjour. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur des données pour une nouvelle exploration approfondie. Bonjour. Oui, une plongée assez intense d'ailleurs. Ouais, on va analyser une dynamique urbaine qui est de plus en plus documentée. Et on connaît tous la promesse initiale, tu vois, le concept de la fameuse Smart City. La ville intelligente, voilà. C'est ça. Sur le papier, c'est l'optimisation absolue par la donnée. Des flux de circulation gérés en temps réel, une empreinte écologique réduite, une infrastructure super réactive. L'utopie urbaine parfaite en fait. Exactement. Mais bon, les documents qu'on a épluchés aujourd'hui mettent en lumière une réalité beaucoup plus contrastée. Nos sources se basent sur des scripts d'enquête très détaillés qui viennent du média Block News. Tout à fait. Et ce qu'ils décrivent, c'est une infrastructure technologique qui, sous couvert de fluidité, elle se transforme dans certains secteurs en ce qu'ils appellent la cyberzone. C'est un terme fort. Très fort, ouais. Une sorte d'architecture de contrôle social algorithmique. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que l'opposition entre la théorie et la pratique sur le terrain, elle est vraiment saisissante. Alors je me permets, je fais une précision d'emblée sur le vocabulaire employé par ces sources. Bien sûr, vas-y. Les rapports de Block News utilisent des termes qui sont extrêmement incisifs, très politisés même, pour décrire ces dynamiques. Ils parlent de ségrégation, de violence urbaine systémique. Oui, les mots sont lourds. Exactement. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui n'est absolument pas de valider un agenda politique ou de prendre parti sur ces questions sensibles. On est bien d'accord. On reste neutre. Voilà. En revanche, je suis convaincue qu'il est intellectuellement fascinant d'extraire les faits rapportés, les déploiements technologiques réels et les anecdotes de terrain. Tout ça pour comprendre la mécanique pure de ces systèmes. C'est clair. C'est vraiment en regardant comment ces algorithmes fonctionnent techniquement qu'on saisit les véritables enjeux. Super précision. Le programme est donc de suivre le trajet de ces données. Notre mission aujourd'hui va nous faire voyager du 3e arrondissement de Marseille jusqu'aux rues de Chicago. Un sacré grand écart. C'est clair. Avec un petit détour par les trottoirs connectés de Toronto et les décisions juridiques récentes du côté de Nice. L'idée, c'est de comprendre comment le code informatique redessine carrément l'espace public. Et pour commencer, les enquêtes soulèvent un paradoxe majeur. La ville à deux vitesses. C'est ça. Les sources montrent que les budgets alloués au label Smart City, ils produisent des résultats diamétralement opposés selon le code postal. Ouais, selon l'endroit où on habite, quoi. Exactement. Dans les centres-villes aisés, on déploie des capteurs environnementaux pour mesurer la qualité de l'air, des systèmes d'arrosage intelligents pour les espaces verts, des navettes autonomes. La ville apaisée, comme ils disent. Voilà, l'incarnation du confort. Mais quand on regarde des quartiers populaires, la même enveloppe budgétaire finance tout autre chose. Des essaims de drones, des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation à chaque carrefour, des caméras très haute définition. Et c'est la même technologie de base, en fait. Ce qui est fascinant ici, c'est justement la démonstration que la technologie n'a pas de neutralité intrinsèque. Souvent, on imagine qu'un réseau de capteurs ou l'Internet des objets, c'est une infrastructure objective. Bah oui, un capteur, c'est un capteur. Sauf que l'outil reste le même, mais c'est la doctrine d'utilisation qui change la nature de l'espace public. C'est-à-dire? Eh bien, dans le premier cas, la technologie agit comme un facilitateur invisible qui vise le confort. Dans le second, elle agit comme un filet de rétention. Techniquement, la bande passante et les serveurs sont identiques, Oui. mais au lieu d'analyser le taux d'humidité du sol, l'infrastructure est calibrée pour capter des signaux de contrôle. Et ça amplifie des frontières invisibles entre les quartiers. Mais du coup, d'un point de vue purement technique, comment on justifie une telle différence de déploiement? Est-ce que ce sont des caméras si différentes que ça ou est-ce que c'est le logiciel qui change la donne? C'est avant tout une question de puissance de calcul et de positionnement de cette puissance. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le edge computing. Le calcul à la bordure, littéralement. C'est ça. Dans les zones résidentielles classiques, un capteur envoie une donnée simple, disons une température, vers un serveur central. C'est très léger. Ok. Dans les quartiers sous surveillance que décrivent les sources, les caméras sont équipées de processeurs intégrés très puissants. Elles ne se contentent plus de filmer et d'envoyer l'image. Elles analysent sur place. Exactement. Elles analysent localement, en temps réel. La caméra devient un nœud de traitement de données capable de faire de l'analyse comportementale avant même qu'un humain n'ait regardé l'écran. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'exemple de Marseille, abordé par Block News. Oui. C'est ce qu'ils surnomment l'œil de verre. Le 3e arrondissement de Marseille, qui est statistiquement identifié comme le quartier le plus pauvre de France, se trouve être un véritable laboratoire hyper connecté. Les chiffres sont frappants d'ailleurs. Les sources parlent de plus de 500 caméras installées sur ce seul secteur. Et comme tu viens de le dire, ce n'est pas des caméras passives.
C'est des dispositifs d'analyse comportementale. L'enquête détaille carrément les critères qui déclenchent une alerte. C'est là que ça devient inquiétant. Mais ouais, par exemple, si une personne marche au-delà d'une certaine vitesse, l'algorithme lance un signal. Si quelqu'un reste statique à un angle de rue pendant plus de 3 minutes, hop, alerte. Hmm. Même des gestes brusques lors d'une simple conversation sont interprétés par le système comme des anomalies. L'espace public devient une sorte de salle d'interrogatoire à ciel ouvert. Pour comprendre cette logique de l'algorithme, il faut regarder comment ces modèles de machine learning sont entraînés en amont. Comment ils apprennent en fait? Voilà. Ces systèmes de vidéosurveillance algorithmique, on les appelle les VSA, ils fonctionnent par déviation par rapport à une norme. Donc il faut définir cette norme. C'est tout le problème. Les concepteurs définissent mathématiquement ce qu'est une démarche dite normale, une vitesse normale ou un temps de présence normal sur un trottoir. C'est très arbitraire. Totalement. Et dès que les vecteurs de mouvement d'un piéton sortent de ce cadre statistique, le système génère un taux de probabilité de menace. C'est là qu'on touche à l'absurde. Franchement, une des anecdotes du rapport m'a marqué. Il mentionne une personne qui courait simplement pour attraper son bus sous la pluie. Oui, je me souviens de ce passage. Et cette personne a été cataloguée instantanément comme une suspicion de fuite. L'algorithme n'a évidemment aucune idée qu'il pleut, ou qu'il y a un arrêt de bus juste hors champ. C'est le manque de contexte. Exactement. On ne cherche plus l'auteur d'un délit avéré, on traque préventivement des profils que le code juge suspects. Et cette absence totale de contexte, c'est vraiment le talon d'Achille de ces systèmes d'intelligence artificielle. La machine ne comprend pas la sociologie d'un quartier. Elle ne comprend pas la météo, l'urgence du quotidien. Elle voit juste des vecteurs de mouvement. Elle ne traite que de la cinématique. C'est un changement de doctrine profond pour le maintien de l'ordre public. On abandonne la réaction face à une infraction pour entrer dans une logique de suspicion mathématique permanente. Ce qui pose des questions légales énormes. Bien sûr. Et naturellement, cette volonté de prédiction algorithmique se heurte frontalement au cadre légal actuel. Justement, les documents illustrent cette friction juridique avec le cas de la ville de Nice. Un cas d'école. Le maire souhaitait tester la reconnaissance faciale pure et dure pendant les festivités du carnaval. L'idée, c'était d'identifier les visages dans la foule en temps réel. Scanner tout le monde en gros. Voilà, mais l'enquête apporte une mise à jour cruciale qui date de janvier 2026. Le Conseil d'État a formellement bloqué la volonté de la municipalité d'analyser les images de vidéosurveillance, notamment aux abords des écoles. C'est une décision majeure. Ouais, la loi actuelle ne permet tout simplement pas un tel déploiement biométrique massif. Et ce coup d'arrêt légal du Conseil d'État en 2026, il est particulièrement intéressant parce qu'il montre que le droit tente encore de jouer son rôle de pare-feu. Ça freine un peu la machine. Oui, mais attention, les enjeux financiers derrière cette infrastructure se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Les entreprises privées qui développent ces solutions de VSA ne se contentent pas d'attendre sagement J'imagine qu'ils poussent derrière. dans les couloirs pour faire évoluer la législation. Et la sémantique qu'ils utilisent est très révélatrice. L'industrie parle systématiquement de sécuriser et de fluidifier la ville. Des mots très lisses, très marketing. Des termes rassurants, hygiénistes, alors que les habitants interrogés dans les rapports décrivent plutôt un sentiment d'enfermement, l'impression d'être nassés numériquement dans leur propre quartier. Ouais, fliqués en permanence. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette doctrine de l'anticipation, elle a déjà été testée à une échelle beaucoup plus vaste. Aux États-Unis, oui. Les sources nous emmènent outre-Atlantique, carrément à Chicago, pour examiner le concept de predictive policing, la police prédictive. Minoreport en vrai. C'est exactement ça. L'enquête détaille comment les forces de l'ordre ont utilisé un algorithme pour générer la Strategic Subject List. En gros, un registre automatisé contenant les noms de personnes que la machine estime susceptibles d'être impliquées dans des violences par arme à feu à l'avenir. À l'avenir, on est dans l'anticipation d'un crime qui n'a pas eu lieu. C'est littéralement de la science-fiction prédictive appliquée dans des vrais commissariats. Techniquement, cet algorithme de Chicago repose sur l'analyse de réseaux sociaux, mais au sens sociologique du terme, pas Facebook ou Twitter. Le programme modélise les habitants sous forme de nœuds et de liens. Un maillage géant. C'est ça, il ingurgite des bases de données massives, les antécédents d'arrestation, les affiliations supposées et surtout la proximité géographique avec des incidents passés. Ok. Le logiciel attribue ensuite un score de risque à chaque individu. Si le score dépasse un certain seuil, la personne est placée sur la liste, automatiquement. Sauf que les sources rapportent des conséquences désastreuses sur le terrain. L'une des anecdotes les plus marquantes décrit des individus qui ont été contrôlés à répétition, parfois 3 fois par jour par les patrouilles. 3 fois par jour, oui. Pas parce qu'ils avaient commis un acte illégal récemment, mais uniquement parce que l'IA avait repéré que leur adresse géographique était proche d'une zone où un crime avait eu lieu l'année d'avant.
C'est ce qu'on appelle une culpabilité par association géographique. Et le rapport soulève un effet pervers encore plus sombre. Ils appellent ça la double peine. Oui, cette double peine, c'est une aberration statistique assez classique quand on ne nettoie pas les données d'entraînement. Comment ça marche, c'est-à-dire? De police, puisqu'elle porte plainte. Logique. L'algorithme de Chicago, embrassant ces données, détecte que cette personne évolue dans un écosystème violent. Au lieu de la classer comme une personne à protéger, la machine la recatégorise comme un individu à haut risque. C'est fou. Ça la transforme instantanément en suspect potentiel pour les patrouilles futures. Mais comment un tel outil peut-il être vendu comme une solution objective? Je veux dire, est-ce que les concepteurs ne voient pas ces biais monumentaux? Le problème fondamental vient du mythe de la neutralité mathématique. Les algorithmes sont nourris avec des données historiques. Donc des données humaines. Voilà, si un système absorbe des décennies de rapports policiers qui visaient de manière disproportionnée certaines minorités ou certains quartiers spécifiques, L'algorithme va juste reproduire ça. le modèle va considérer cette disproportion comme une corrélation logique à reproduire. L'enquête cite un exemple très clair sur ce point. 3 jeunes portant des vêtements de sport et discutant en bas d'un immeuble. Une scène banale. Totalement banal. Mais par l'analyse visuelle, ils peuvent être identifiés comme une anomalie nécessitant l'envoi d'une unité. Simplement parce que les données historiques ont lié cette image à de la petite délinquance par le passé. Donc la Smart City, dans cette configuration, elle n'apporte aucune solution aux causes profondes. Non, elle se contente d'automatiser et d'accélérer les préjugés existants, tout ça sous un joli vernis technologique. Et froidement en plus. Cette automatisation des comportements nous amène à un autre pan de l'enquête. On s'éloigne un peu de la sécurité stricte pour entrer dans le capitalisme de surveillance pure. Ah, le fameux projet de Toronto? Ouais, le document revient sur le projet Keyside, mené par Sidewalk Labs. Et c'est pas n'importe qui, c'est une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google. Quand Google veut faire la mairie. C'est un peu ça. L'idée, c'était de concevoir un quartier entièrement neuf depuis zéro, une sorte d'utopie urbaine au bord du lac Ontario. Et les plaquettes commerciales, elles promettaient des trucs magnifiques. Des trottoirs chauffants pour la neige. Voilà, une gestion millimétrée des déchets, des bâtiments en bois modulaire, l'emballage était vraiment parfait. Oui, l'architecture était vendue comme le sommet du design urbain centré sur l'utilisateur. Mais le modèle économique sous-jacent racontait une toute autre histoire. Quel était le piège? Pour rentabiliser ces trottoirs chauffants, Sidewalk Labs avait prévu d'intégrer des capteurs tactiles, des radars à ondes millimétriques et des systèmes LIDAR partout dans l'espace public. Un maillage invisible. Exactement. Et l'objectif n'était pas seulement de compter les passants, c'était d'analyser la dynamique piétonne pour monétiser les données comportementales. L'enquête révèle un détail technique sidérant sur ce point d'ailleurs. Le but ultime de ces capteurs, c'était d'étudier le comportement d'achat. Analyser les regards. Ouais, l'infrastructure devait être capable de mesurer très précisément combien de secondes un piéton s'arrêtait devant une vitrine spécifique. C'est de la micro-analyse. Ces données, croisées en temps réel, auraient permis aux algorithmes d'ajuster les prix à l'intérieur de la boutique, ou même de modifier les affichages publicitaires environnants instantanément, qui publicitaires en quelque sorte. Si l'on relie cela à la philosophie d'Alphabet, c'est parfaitement cohérent. C'est l'extension du modèle économique du web à l'urbanisme matériel. L'espace public devient une immense plateforme de test A/B en continu. L'humain devient une donnée marchande. La ville n'est plus un lieu de passage ou de rencontre, elle devient une machine à extraire de la valeur comportementale. Mais ce qui rend le cas de Toronto si pertinent, c'est la façon dont ça s'est terminé. Absolument. C'est l'un des rares moments où la dynamique s'inverse dans les sources. La population de Toronto, ils sont pas laissés faire. Ils ont étudié le projet de près. Ils se sont plongés dans les détails techniques des brevets et ils ont fini par comprendre la véritable nature du truc. Les citoyens ont refusé en bloc d'habiter dans ce qu'ils qualifiaient de laboratoire de surveillance géant. Et ils ont eu gain de cause. La pression associative a été tellement forte que Sidewalk Labs a dû jeter l'éponge. Ils ont abandonné complètement le projet Quayside en 2020. Ce retrait, il prouve que l'acceptabilité sociale de ces technologies a des limites très claires. Et d'ailleurs, cela met en lumière une autre forme de violence abordée par les rapports. Laquelle? L'exclusion invisible. L'hyperconnexion urbaine présuppose un citoyen parfaitement équipé. Pour interagir avec l'infrastructure de la ville intelligente aujourd'hui, il faut avoir le dernier smartphone. Un forfait 5G. Un forfait performant, une carte bancaire valide, du sans contact. Sans ces éléments, l'accès à la ville devient de plus en plus compliqué, voire impossible. C'est vrai. Que ce soit pour déverrouiller un vélo en libre service ou accéder à certains services administratifs qui sont maintenant dématérialisés. Ou même entrer dans des parcs où les grilles nécessitent de scanner un QR code. La numérisation complète élimine le contact humain, les guichets physiques et surtout l'argent liquide. Ça exclut d'office les plus précaires.
Le code binaire agit comme un videur invisible. Le système dit accès refusé et t'as personne avec qui débattre ou à qui expliquer ta situation. Et les sources rappellent que ce tri ne se limite pas aux bornes de vélo. Elles évoquent la Chine comme le laboratoire extrême de cette logique. Avec le fameux crédit social. Oui, la Chine pousse l'intégration algorithmique à son paroxysme. Il connecte le réseau de vidéosurveillance directement aux bases de données administratives et financières des citoyens. Tout est centralisé. Tout. Les comportements captés dans l'espace public, comme traverser au feu rouge, fumer dans une zone non-fumeur ou critiquer la mairie, sont analysés. Et ça influe en temps réel sur un score citoyen. Ce qui est glaçant, c'est l'automatisation de la sanction, en fait. Un score trop bas déclenche le blocage de certaines libertés fondamentales. Par exemple, l'interdiction instantanée d'acheter des billets pour prendre le train à grande vitesse. L'algorithme a le pouvoir de te bloquer physiquement, en modifiant juste une ligne dans une base de données. C'est le contrôle social ultime. Et même si nos modèles occidentaux sont différents, les enquêtes de Block News soulignent que le profilage silencieux, il produit des effets comparables ici. Ouais, par exemple, un individu identifié par une IA locale comme flânant de manière suspecte à répétition pourrait théoriquement voir son dossier de logement social traîner. Ou ces démarches d'insertion à la mission locale subir des lenteurs inexpliquées. La donnée circule entre les services de manière complètement opaque. Mais face à cette rigidité mécanique, l'enquête montre qu'une résistance inattendue s'organise sur le terrain. Les gens ne restent pas les bras croisés. Et cette résistance prend des formes très intéressantes sur le plan technique. Puisque l'infrastructure utilise la technologie pour s'imposer, les collectifs citoyens utilisent la même technologie pour créer des contre-mesures. C'est l'arroseur arrosé. Les sources documentent des actions très concrètes, notamment à Lyon et à Paris, qui sont menées par des groupes qu'ils qualifient de hackers de rue. Des activistes numériques. Ouais. Ces activistes organisent des ateliers de formation pour sensibiliser la population à l'hygiène numérique. Comment se protéger face aux capteurs urbains. Ils s'appuient massivement sur l'open source pour développer des applications collaboratives. Pour faire quoi exactement ? Ces outils permettent aux habitants de cartographier l'espace public et de signaler la présence de caméras à analyse comportementale, celles dont le déploiement flirte parfois avec les limites de la légalité. Une sorte de Waze, mais pour les caméras intelligentes. C'est un peu ça, et ils vont même jusqu'à expérimenter des techniques pour tromper physiquement les algorithmes. Oui, c'est ce qu'on appelle les attaques adversaires ou adversarial fashion en anglais. C'est fou ça, comment ça marche ? Il s'agit de comprendre comment l'algorithme lit une image pour introduire du bruit dans le signal. Brouiller les pistes. Voilà. Ça peut passer par des motifs vestimentaires très spécifiques, des maquillages asymétriques qui cassent la reconnaissance spatiale des traits du visage, ou même des lunettes équipées de LED infrarouge. Des LED qu'on ne voit pas à l'œil nu. Non, invisibles pour nous, mais qui aveuglent littéralement les capteurs de reconnaissance faciale des caméras. Ces actions posent une question fondamentale. Laquelle ? La technologie n'est que la couche visible du dispositif. La véritable interrogation est politique. Qui possède les serveurs de la mairie ? Qui a l'autorisation de consolider ces gigantesques bases de données ? Et le pouvoir de la data. Les actions de ces collectifs visent à rappeler que la rue, l'espace public, doit rester sous le contrôle démocratique de ceux qui l'arpentent au quotidien. Elle ne doit pas être privatisée par les opérateurs de traitement de données. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? En synthétisant l'ensemble des cas qu'on a étudiés aujourd'hui, de la surveillance algorithmique marseillaise aux échecs de la monétisation spatiale à Toronto, une conclusion très claire se dessine dans les rapports. Laquelle, dirais-tu ? Que la mesure de la véritable intelligence d'une ville ne réside pas dans sa puissance de calcul au mètre carré. Une ville réellement intelligente, elle devrait être évaluée sur sa capacité à maintenir une inclusion sociale totale. Sans les essayer les gens sur le carreau. Et sans les obliger à devenir des profils de données rentables ou des suspects perpétuels sous l'œil clinique de l'algorithme. Exactement. Il est essentiel de garder à l'esprit que cette numérisation de nos rues, elle concerne chacun de nous. Accepter sans condition la ville connectée, c'est risquer d'accepter une réduction invisible, mais bien réelle, des libertés de mouvement et d'anonymat. L'effacement de ce droit au profit d'une traçabilité permanente mérite d'être questionné avec beaucoup de rigueur. On est d'accord. Et pour clore cette analyse, il reste une petite dimension à explorer. Et cela soulève d'ailleurs une question cruciale si l'on prolonge la logique des déploiements que nous venons de disséquer. Dis-nous tout. Si les infrastructures municipales sont aujourd'hui capables d'isoler, d'analyser et de prédire nos rythmes de marche et nos comportements à l'extérieur avec une granularité aussi fine, que se passera-t-il le jour où ces immenses modèles prédictifs urbains commenceront à chercher des corrélations avec les flux de données générés à l'intérieur même de nos domiciles ?
Ah oui, nos objets connectés. Exactement. Nos serrures connectées, nos thermostats intelligents, nos enceintes vocales, tout ça capte nos habitudes de vie les plus intimes. Le sanctuaire de la vie privée pourrait bien devenir le prochain quartier à être sécurisé, entre guillemets, par l'intelligence artificielle municipale. Et ça, c'est une perspective qui donne matière à réflexion sur les limites de notre tolérance face à cette collecte de données. Une fusion entre le privé et le public. L'exploration de ces rapports montre bien que la conception de la ville de demain se joue en ce moment même, souvent à l'abri des regards, dans des lignes de code et des contrats de maintenance. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Tout à fait. Il sera crucial de maintenir un esprit critique affûté face aux prochaines innovations technologiques qui redessineront l'espace public. Merci d'avoir suivi cette analyse des coulisses de la Smart City et des mécaniques de cette fameuse cyberzone. À très bientôt pour décortiquer ensemble de nouvelles données.